Un millionnaire sauve une petite fille des rues sous une pluie torrentielle et l'emmène chez lui, où sa femme malade l'attend. Mais en rentrant du travail, il reste sans voix en découvrant ce que la fillette était en train de faire. La pluie tombait avec insistance sur les toits de Lyon, ce genre de pluie lourde qui transforme les trottoirs en miroirs brisés et les nuits en silence pesant. Il faisait froid, un froid mordant, que même le chauffage intérieur d'une voiture de luxe peinait à effacer complètement. Étienne Morel, les mains gantées sur le volant, roulait prudemment dans les rues semi-désertes, ses essuie-glaces battant la cadence d'une musique qu'il n'écoutait plus. Le jour avait été long, et il n'aspirait désormais qu'à retrouver le calme de sa maison, où l'attendait Camille, sa femme, couchée et affaiblie par une maladie qui grignotait lentement ses forces. Mais à quelques mètres de chez lui, alors qu'il ralentissait à l'approche d'un feu, il aperçut une silhouette, d'abord floue, puis distincte, une enfant, seule, recroquevillée sous une marquise délabrée d'un commerce fermé depuis des années. Elle était trempée, ses cheveux noirs collés à son visage pâle, ses genoux serrés contre sa poitrine et son petit sac de toile posé à ses côtés comme un vestige dérisoire d'un monde plus doux. Étienne freina brusquement. Le cliquetis impatient du clignotant remplit l'habitacle, mais il ne bougea pas immédiatement. Il la regardait, incapable de détacher ses yeux de cette image qui le heurtait avec une violence inattendue. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Il y avait quelque chose dans sa posture, dans l'abandon total qu'elle exprimait, qui le touchait profondément. Ce n'était pas de la pitié, c'était autre chose. Il sortit de la voiture, l'eau s'infiltrant instantanément par le col de son manteau. La fillette tourna lentement la tête vers lui, sans un mot, sans un cri. Juste un regard qui semblait vieux, trop vieux pour un visage si jeune. « Tu es perdu ?» demanda-t-il, la voix douce mais incertaine. Elle ne répondit pas. Elle le fixait immobile. « Tu ne peux pas rester ici. Il fait trop froid. » Toujours aucun mot. Il s'accroupit, prenant soin de ne pas effrayer l'enfant, puis tendit une main. « Viens, tu ne risques rien avec moi. » Après un long silence, elle prit enfin sa main. Elle était glacée. Étienne l'accompagna jusqu'à la voiture, ouvrit la portière passager et l'aida à s'asseoir. Elle ne dit rien lorsqu'il ajusta la ceinture, ni lorsqu'il mit le chauffage au maximum. Il lui jeta un coup d'œil en redémarrant. Elle fixait le pare-brise, les yeux grands ouverts, sans pleurer, sans trembler. Une étrangeté paisible, presque inquiétante. Sur le chemin du retour, Étienne se demandait ce qu'il allait dire à Camille. Il aurait pu appeler la police, confier la petite aux autorités. Mais il ne l'avait pas fait. Il avait agi sans réfléchir, poussé par une impulsion qu'il n'arrivait pas à expliquer. Peut-être était-ce le vide laissé par les silences de sa femme, ou la solitude qui grandissait dans leur maison trop grande, ou peut-être quelque chose de plus profond. Quand il ouvrit la porte d'entrée, la chaleur de la maison les enveloppa. Camille était dans le salon, emmitouflée dans un plaid, une tasse fumante entre les mains. Son visage pâle s'illumina, d'étonnement en voyant Étienne trempé, et encore plus en découvrant l'enfant à ses côtés. « Qui est-ce » demanda-t-elle d'une voix faible. « Je l'ai trouvée dehors. Elle était seule, sous la pluie. » Camille posa lentement sa tasse, observant la petite fille, qui, malgré l'abri, restait muette, presque absente. « Comment tu t'appelles, chérie » demanda-t-elle avec douceur. Un silence, puis tout bas, presque un murmure. « Clémence. » Étienne échangea un regard troublé avec Camille. Le prénom avait résonné dans la pièce comme une ancienne chanson oubliée. Camille toussa légèrement, mais un sourire sincère étira ses lèvres fatiguées. « Eh bien, Clémence, tu peux rester ici ce soir. » Étienne la regarda, surpris. Il s'attendait à de la méfiance, peut-être même un refus. Mais Camille, malgré son état, semblait sincèrement heureuse de voir cet enfant. Il aida Clémence à retirer son manteau trempé et l'installa dans la chambre d'amis, ajoutant une couverture supplémentaire sur le lit. Cette nuit-là, tandis que la pluie continuait de tomber dehors, quelque chose changea dans la maison Morel. Un murmure silencieux, un déplacement invisible de l'air. Étienne, allongé près de Camille, n'arrivait pas à fermer l'œil. Il repensait au regard de Clémence, à son silence, à son apparition soudaine. Il ne savait pas encore, mais cette rencontre allait bouleverser non seulement sa vie, mais tout ce qu'il pensait connaître du passé. Et pendant ce temps, dans la chambre d'amis, Clémence ne dormait pas non plus. Ses yeux ouverts scrutaient l'obscurité, comme si elle attendait quelque chose.
ou quelqu'un. Le lendemain matin, la lumière grise de l'aube filtrait à peine à travers les rideaux épais de la maison Morel. Une fine bruine persistait, peignant les vitres de gouttelettes timides. Dans la cuisine silencieuse, Étienne préparait du café, jetant de temps à autre un œil vers l'horloge murale. Il devait partir dans moins d'1 heure pour un rendez-vous important avec un investisseur étranger. Malgré l'urgence de ses affaires, son esprit restait englué dans les événements de la veille. Camille était déjà réveillée, vêtue d'un peignoir épais. Elle se tenait près de la porte de la chambre d'amis, écoutant. Elle avait dormi par à-coups, son corps fatigué luttant contre les douleurs persistantes, mais son esprit, lui, était resté en alerte. L'arrivée de Clémence, inattendue et silencieuse, avait semé en elle une étrange sensation. Ce n'était pas de l'inquiétude, plutôt une forme de prémonition, comme si la présence de cet enfant était à la fois familière et énigmatique. Lorsque Camille poussa doucement la porte, elle trouva Clémence assise sur le lit, déjà réveillée. Elle avait replacé les coussins, plié la couverture et s'était assise en tailleur, les yeux rivés vers le mur. Elle tourna lentement la tête en entendant Camille, mais ne dit rien. Pas un mot. Juste ce regard. « Tu as bien dormi ?» demanda Camille d'une voix douce. Clémence hocha la tête, sans parler. « Tu veux manger quelque chose ?»« Du pain. Un peu de confiture ?» Nouveau hochement. Pas un sourire. Camille sentit un léger frisson lui parcourir l'échine. Elle s'approcha, s'assit au bord du lit avec précaution. « Tu sais, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Nous voulons juste que tu te sentes en sécurité. » Clémence baissa les yeux. Puis tout bas. « Merci. » Un mot, unique, mais qui semblait peser autant qu'une phrase entière. Camille sourit, sincère, touchée par la fragilité de cette voix. Elle se leva doucement. « Viens, on va te faire un bon petit déjeuner. » Dans la cuisine, Étienne observa Clémence en silence pendant qu'elle s'asseyait timidement à table. Il s'efforça de ne pas la fixer, de ne pas l'intimider. Elle mangeait lentement, avec une précision presque mécanique. Aucune gourmandise, aucun plaisir apparent, juste la nécessité de se nourrir. « Je dois aller travailler, » dit-il à Camille, en l'embrassant doucement sur le front. « Tu es sûr que ça va aller ?»« Très bien. Elle est calme, et j'ai envie de passer un peu de temps avec elle. » Il acquiesça puis se tourna vers Clémence. « Sois gentil avec Camille, d'accord ?» Elle hocha la tête encore une fois sans parler. 1 heure plus tard, la maison s'était calmée. Camille s'était installée dans le salon, un livre, à la main Clémence assise non loin, dessinant avec des crayons qu'elle avait trouvés dans un tiroir. L'enfant ne posait aucune question, ne demandait rien, ne cherchait pas à fuir, mais ne semblait pas s'installer non plus. Comme si elle flottait entre 2 états, présente sans l'être tout à fait. Camille l'observait du coin de l'œil. Les gestes de Clémence étaient imprécis, presque trop pour une enfant de son âge. Chaque trait de crayon était réfléchi, structuré. Il n'y avait pas d'impulsivité enfantine dans sa manière de dessiner, mais plutôt une retenue étrange, comme si elle cherchait à ne pas laisser transparaître ses émotions. « Tu dessines quoi ?» demanda Camille. Clémence leva les yeux, hésita, puis montra son papier. C'était une maison, très simple, très carrée. Une cheminée, un arbre, sans feuilles. Et sur le seuil, une femme, seule. « C'est ta maison ?» demanda Camille. Clémence secoua la tête. « Je ne sais pas. » Camille n'insista pas, mais une inquiétude naissante germait dans son esprit. Qui était vraiment cet enfant? Pourquoi ne parlait-elle pas plus? Était-ce la peur, le traumatisme ou autre chose? Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une connexion étrange avec Clémence, comme si un fil invisible les liait au-delà de la logique. Plus tard dans la journée, alors qu'elle se reposait sur le canapé, Camille fut réveillée par un murmure. Clémence chantait, très bas, presque inaudible. Une mélodie sans mots, douce et ancienne. Cela tira un sourire à Camille qui ne fit pas semblant de dormir. Elle écouta immobile, jusqu'à ce que la chanson s'éteigne dans un souffle. En fin d'après-midi, Camille appela Étienne. « Elle ne parle presque pas », murmura-t-elle au téléphone. « Mais elle est là. Et je ne veux pas qu'elle parte. Si elle te fait du bien, alors elle peut rester autant qu'elle veut, » répondit-il sans hésiter. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis longtemps, Camille se sentait moins seule dans cette grande maison silencieuse. Il y avait dans le silence de Clémence une forme de présence, comme si la fillette comprenait la douleur
sans avoir besoin de mots pour l'exprimer. Et même si elle ne savait rien d'elle, Camille sentait au fond d'elle que l'histoire de cet enfant n'était pas arrivée jusqu'à eux par hasard. Les jours passaient, lents et humides, comme suspendus sous un ciel que la lumière peinait à traverser. Clémence était restée. Elle dormait dans la chambre d'amis, mangeait avec régularité, aidait parfois Camille à mettre la table ou à ranger quelques affaires. Mais elle parlait peu. Ses mots se comptaient sur les doigts d'une main et jamais elle ne posait de questions. Pourtant, ses yeux, eux, étaient constamment en mouvement. Elle observait tout, silencieuse et attentive, comme si elle enregistrait le monde avec une précision inquiétante. Un après-midi, alors que Camille s'était assoupie dans le salon, Clémence s'était aventurée dans la bibliothèque, une pièce peu fréquentée de la maison. Les rayonnages étaient remplis de livres anciens, de volumes techniques, de romans et de dossiers classés avec soin. Mais ce qui attira l'attention de la fillette fut un petit meuble en bois, près de la fenêtre, où trônaient quelques souvenirs personnels. Des objets sans valeur apparente, mais chargés d'une aura intime. Et au centre, un cadre photo légèrement incliné. Clémence s'en approcha, les pas feutrés. La photo montrait un Étienne plus jeune, sans barbe, le regard franc et le sourire discret. À côté de lui, un homme au visage plus anguleux, au regard sombre mais bienveillant. Il semblait heureux, complice. La photo datait d'un autre temps, et Clémence ne pouvait en détacher les yeux. Elle resta là, immobile, pendant de longues minutes. Quelque chose dans ce visage à côté d'Étienne remuait des souvenirs flous dans sa mémoire, des sensations, des éclats de voix, une odeur de cigarette et de cuir, un rire grave, bref et rare. Elle ne savait pas mettre un nom sur ces fragments, mais l'image avait réveillé quelque chose en elle. Camille, réveillée par un courant d'air, apparut dans l'embrasure de la porte et s'arrêta. Elle observa la scène sans dire un mot pendant quelques instants, puis s'approcha doucement. « Tu aimes cette photo ?» demanda-t-elle avec douceur. Clémence ne répondit pas tout de suite. Puis, sans détourner le regard, « Il ressemble à quelqu'un que j'ai connu. » Camille s'agenouilla lentement à côté d'elle, intriguée. « À qui, ma chérie ?» Clémence haussa légèrement les épaules. Son visage était fermé, concentré. « Je ne me souviens pas, mais c'est bizarre. C'est comme si je l'avais déjà vu. Peut-être dans un rêve. » Camille prit le cadre entre ses mains, songeuse. L'homme à côté d'Étienne, c'est Loïc, son frère. Il a disparu il y a des années. Clémence tourna lentement la tête vers elle, ses yeux larges exprimant une émotion indéchiffrable. Disparu? Oui, parti un jour sans explication. Il n'a jamais donné de nouvelles. On n'a jamais su s'il était encore en vie. Clémence sembla réfléchir. Puis, lentement, elle détourna le regard. Je crois que je l'ai vu. Une fois, il est venu au foyer, mais je n'en suis pas sûr. Camille sentit un frisson lui remonter le long de l'échine. Elle voulait poser des questions, en savoir plus, mais l'instinct la retenait. Clémence était comme une fleur sauvage, qu'on ne pouvait approcher trop vite sous peine de la voir se refermer aussitôt. Alors elle ne dit rien. Elle reposa simplement le cadre, ajusta doucement les cheveux de la fillette derrière son oreille et se releva. « Tu veux du thé ou un chocolat chaud ?» Clémence hocha la tête. Le reste de la journée se déroula dans un calme étrange. Camille ne pouvait s'empêcher de repenser à la réaction de Clémence, son regard face à la photo, cette façon de dire qu'elle croyait avoir vu Loïc, et surtout le ton de sa voix, comme si elle cherchait à dissimuler plus qu'elle ne voulait avouer. Il y avait dans ces silences des creux pleins de sens, et Camille, plus elle l'observait, plus elle sentait que Clémence n'était pas une enfant comme les autres. Le soir, lorsqu'Étienne rentra, Camille lui raconta brièvement l'épisode, sans exagérer mais sans omettre ce que Clémence avait dit. Il resta silencieux un moment, les sourcils froncés, avant de répondre. Elle a peut-être vu une photo dans un dossier ou un vieux document. Si Loïc est passé par un foyer, il aurait pu y laisser une trace. Camille hocha la tête, mais en elle-même, elle n'y croyait pas vraiment. Ce n'était pas une reconnaissance d'image, c'était autre chose, plus profond, plus viscéral. « Tu penses qu'on devrait chercher ?» demanda-t-elle à voix basse. « Chercher quoi, Loïc ?»« Camille, ça fait des années, on n'a aucune piste. »« Je ne sais pas. Je pense juste que cette petite n'est pas arrivée ici par hasard. » Étienne lui prit la main, tentant de la rassurer. Mais dans ses propres pensées, l'image de son frère surgissait à nouveau,
floue et douloureuse. Et l'idée que cet enfant fragile et mutique puisse être lié à lui d'une manière ou d'une autre s'immisçait lentement comme une graine prête à germer. Le troisième matin s'annonçait gris, mais plus doux. Une lumière pâle filtrait à travers les rideaux, donnant à la maison Morel une clarté tiède, presque apaisante. Camille s'était réveillée tôt, un peu plus en forme que d'habitude. Bien qu'un poids vague pesât toujours sur sa poitrine, Clémence dormait encore paisible dans la chambre d'amis. Étienne était déjà parti, laissant un mot bref sur le comptoir, comme à son habitude. Réunion à 9 heures. T'embrasse. Après un rapide petit déjeuner, Camille entreprit de ranger un peu la maison. Elle passa dans le salon, redressa quelques coussins, déposa une pile de journaux sur la console, puis, machinalement, ouvrit la petite vitrine où elle conservait certains objets précieux. C'est là que le vide la frappa. Le petit cadran, en velours rouge qui abritait autrefois le vieux montre de poche, n'était plus là. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle referma la vitrine, la rouvrit, fouilla les étagères autour, pensa l'avoir déplacé par distraction. Rien. Le petit objet, lourd d'histoire, avait disparu. C'était une montre ancienne, en argent terni, ayant appartenu au grand-père d'Étienne. Il la tenait comme une relique, la sortait parfois pour la contempler sans vraiment en parler. Elle représentait plus qu'un simple souvenir. Elle était un lien, discret mais profond, avec son passé. Camille recula d'un pas, incertaine. Elle n'avait pas envie de tirer de conclusions hâtives. Peut-être Étienne l'avait-il prise sans le dire. Peut-être l'avait-elle elle-même rangée ailleurs. Elle se força à ne pas céder à l'inquiétude. Ce n'est que plus tard, alors que Clémence lisait en silence dans le salon, qu'elle posa la question avec prudence. « Dis-moi, Clémence, tu aurais vu une petite montre en argent dans une boîte rouge ?» Elle était là, dans la vitrine. La fillette leva les yeux, calme, mais ne répondit pas. Elle sembla réfléchir, puis secoua la tête. Non, pas d'hésitation apparente, pas de nervosité dans la voix, juste ce refus simple, nu. Camille hocha la tête, tentant de masquer sa déception. Elle ne voulait pas croire que l'enfant mente. Elle ne voulait surtout pas croire qu'elle aurait pu prendre cet objet. Pourtant, le doute s'était installé comme une tache d'encre sur du papier blanc. Elle appela Étienne en fin de matinée. Sa voix au téléphone était neutre, concentrée. « Tu as pris la montre de ton grand-père. »« Non, pourquoi ?»« Elle n'est plus là. » Un silence. « Tu crois que Clémence... » »« Je ne veux pas croire ça, Étienne, mais je préfère te le dire. » Il poussa un soupir à l'autre bout du fil. Elle a peut-être juste joué avec et l'a posé quelque part. On cherchera ce soir. Mais au fond, Camille sentait que ce n'était pas un simple égarement. Elle connaissait l'ordre méticuleux de ces objets. Rien ne disparaissait sans raison dans cette maison. Et même si elle voulait croire en l'innocence de Clémence, la coïncidence lui laissait un goût amer. Au fil de l'après-midi, elle tenta de chasser l'idée. Elle invita Clémence à l'aider à plier du linge puis à préparer un gâteau. L'enfant s'exécuta sans plainte, avec un soin discret. Elle ne montrait ni culpabilité, ni inquiétude. Mais parfois, Camille sentait ce regard posé sur elle, comme si Clémence lisait en elle plus qu'elle ne disait. Le soir venu, Étienne rentra. Ensemble, ils cherchèrent à nouveau. La montre restait introuvable. Il tenta de minimiser l'affaire, prétextant qu'il la retrouverait tôt ou tard. Mais Camille percevait, dans ses gestes plus secs, une tension croissante. L'incertitude les rongeait. Avant d'aller se coucher, Camille s'approcha une dernière fois de la chambre de Clémence. Elle poussa la porte doucement. La petite dormait recroquevillée sous la couverture, ses mains repliées sous sa joue. Camille entra, s'avança lentement, observa la pièce. Rien d'anormal. Aucun indice. Pourtant, une sensation étrange persistait, comme si un secret flottait dans l'air, silencieux, à peine perceptible. Elle quitta la chambre sur la pointe des pieds, son cœur alourdi par une intuition qu'elle ne pouvait expliquer. Ce soir-là, en s'allongeant près d'Étienne, elle murmura dans l'obscurité « Et si elle ne nous disait pas tout ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un souffle, « Alors on devra découvrir ce qu'elle cache. » Mais ni l'un ni l'autre ne pouvaient encore imaginer à quel point la vérité allait bouleverser leur vie. Le lendemain, le ciel était dégagé pour la première fois depuis des jours. Une lumière claire entrait par les fenêtres, rendant la maison plus vivante, presque légère. Camille, malgré une nuit agitée,
se leva avec l'étrange sentiment que quelque chose allait se produire. Elle le sentit dans la façon dont Clémence descendit l'escalier, plus lentement, comme absorbée dans ses pensées. Étienne, lui, était déjà parti, laissant derrière lui l'odeur subtile de son café et une tension non dite. Clémence prit son petit déjeuner en silence, comme à son habitude, mais elle semblait ailleurs. Ses gestes étaient mécaniques, ses yeux souvent perdus dans le vide. Camille l'observait du coin de l'œil, tentant de comprendre ce qui se passait derrière ce front lisse et ce regard profond. Le souvenir de la montre disparue planait, encore entre elles, invisible mais pesant. Plus tard dans la journée, Camille proposa une promenade dans le petit jardin à l'arrière. Le vent était frais, mais le soleil réchauffait l'air et les premières feuilles mortes commençaient à tapisser le sol. Clémence accepta sans protester. Elles marchèrent lentement parmi les buissons encore humides de la veille. « Tu veux me parler un peu de toi, Clémence ?» demanda Camille avec douceur, après un long silence. L'enfant haussa les épaules, l'air hésitant. « Il n'y a pas grand-chose à dire, murmura-t-elle. Tu sais, tu n'es pas obligé. Mais si tu as envie, je suis là. » Un silence s'étira, ponctué seulement par le bruissement du vent dans les branches. Puis, tout doucement, comme si les mots lui coûtaient un effort immense, Clémence parla. « J'étais dans un foyer. Il y avait beaucoup d'enfants. Les plus grands prenaient tout. Les adultes criaient. On ne dormait pas bien. J'ai fugué. Quand une femme est venue pour m'emmener. » Camille s'arrêta attentive. « Elle voulait adopter ?» Clémence secoua la tête, lentement. « Je ne sais pas. Elle disait que j'avais été choisie. Mais elle me faisait peur. Elle criait quand je ne répondais pas. Elle m'a tiré par le bras. Alors, je suis parti. » La voix de Clémence était sans émotion, presque clinique. Mais Camille sentit sous la surface une douleur ancienne, une peur enfouie. « Tu es très courageuse, tu sais. Beaucoup n'auraient pas eu la force de partir. » Clémence baissa les yeux. Puis, après une longue pause, « Je ne me souviens pas bien de mes parents, juste des choses floues, des parfums, une voix douce, une berceuse. Et tu ne sais pas ce qui leur est arrivé ?» Elle fit non de la tête. « Mais je me souviens d'un collier avec une forme de trèfle. Ma mère le portait. Elle le gardait toujours près de son cœur. » Camille se figea. Son souffle se coupa un instant. Elle connaissait ce collier. C'était un bijou qu'elle avait trouvé il y a plusieurs années, dans un carton oublié dans une brocante près de la gare de Perrache. Un collier ancien, en argent, avec un pendentif en forme de trèfle à 4 feuilles. Elle l'avait acheté sur un coup de tête, puis rangé dans une boîte, incapable de se souvenir pourquoi il l'attirait autant. « Un trèfle ?» répéta-t-elle, la voix tremblante. « Oui, comme un porte-bonheur, elle disait qu'il me protégerait toujours. » Camille sentit ses jambes fléchir légèrement. Elle s'assit sur le banc près du vieux noisetier, le regard fixe. « Attends-moi ici, dit-elle soudain. » Elle se leva, retourna à l'intérieur à pas précipités. Dans sa chambre, elle fouilla une vieille boîte à bijoux, les mains fébriles. Le collier y était, toujours intact. Elle le prit avec précaution comme s'il risquait de s'évaporer. Quand elle revint vers Clémence, la fillette la regarda, intriguée. Camille s'assit à nouveau à ses côtés, ouvrit sa main et dévoila le pendentif. Clémence pâlit. Elle tendit lentement la main, effleura le bijou, puis laissa ses doigts s'y refermer. Son regard se troubla. Des larmes, rares, silencieuses, perlèrent à ses cils. « C'est le même, » murmura-t-elle. « C'est le même. » Camille, bouleversée, ne trouva pas les mots. Elle entoura doucement les épaules frêles de Clémence et la serra contre elle. L'enfant ne se débattit pas. Elle resta là, figée, les bras ballants, mais son corps tout entier vibrait d'une émotion contenue trop longtemps. Dans ce moment suspendu, Camille sentit que quelque chose venait de changer. Ce n'était plus une simple fillette trouvée dans la rue. C'était un lien, une énigme vivante. Et ce collier, oublié depuis tant d'années, venait de rouvrir une porte qu'elle ne savait même pas avoir fermée. Quand elles rentrèrent, le silence s'était transformé. Il n'était plus une barrière, mais une promesse. Celle que les secrets, lentement, allaient commencer à se dévoiler. La matinée s'annonçait calme. Camille, encore sous l'effet du bouleversement de la veille, avait décidé de ne pas trop en faire. Elle avait laissé Clémence dormir plus longtemps, espérant lui offrir un moment de répit. Le collier reposait maintenant dans un petit coffret sur la table de nuit de Camille, comme un talisman retrouvé.
Depuis qu'elle l'avait reconnu, chaque regard porté sur Clémence résonnait plus fort. Il y avait là une vérité en gestation, tapie sous les souvenirs brisés. Alors que Camille préparait une infusion dans la cuisine, un coup discret fut frappé à la porte d'entrée. 3 coups espacés. Elle crut d'abord qu'il s'agissait d'un voisin ou d'un colis, mais en ouvrant, elle se figea. Devant, elle se tenait une femme d'une 50aine d'années, mince, coiffée de manière stricte, portant une veste sobre et un sac cartable à la main. Son visage était sérieux mais pas sévère. Elle tendit une carte. « Bonjour, Madame Lefebvre, assistante sociale du département du Rhône. » Camille prit la carte, son cœur battant plus vite. « Je suis désolé de vous déranger, Madame Morel. Mais nous avons reçu un signalement concernant une enfant disparue et une voisine a mentionné avoir aperçu une jeune fille correspondant à sa description dans votre jardin hier. » Camille sentit ses jambes faiblir légèrement. Elle s'écarta, l'invitant à entrer malgré elle. Dans le salon, elle tenta de garder contenance. « Je comprends. Il y a en effet une petite fille ici. Elle s'appelle Clémence. Serait-il possible de la voir? Elle dort encore, elle est fragile. » Madame Lefebvre hocha la tête, compréhensive. « Je ne suis pas ici pour l'arracher à votre maison, madame. Mais pour comprendre, nous avons peu d'informations sur elle, seulement qu'elle s'est échappée d'un centre il y a quelques semaines, après un incident. Avez-vous pu discuter avec elle? C'est elle d'où elle vient? » Camille hésita. Elle pesait chaque mot. « Elle m'a parlé d'un foyer. Elle a mentionné une femme qui voulait l'emmener et qui l'a effrayée. Elle a fui. C'est tout ce qu'elle a dit. Elle ne parle presque pas. » Madame Lefebvre sortit un dossier de son sac, le posa sur la table basse et l'ouvrit. Une photo y était agrafée. C'était Clémence, plus jeune de quelques années, mais c'était bien elle. Même regard, même posture de réserve. Elle a été placée très tôt. Il y a peu de traces de sa famille. Elle n'a pas de dossier médical complet et les documents d'origine sont presque vides. C'est une enfant que le système a perdue dans ses propres plis. Camille sentit une colère sourde monter en elle. Elle ne mérite pas ça. Non, en effet. C'est pourquoi nous devons agir avec précaution. Elle est en situation irrégulière. Elle a besoin de stabilité. Et ce que je veux savoir, Madame Morel, c'est si vous êtes prête à lui offrir cela. » Camille releva les yeux, sans hésitation. « Oui. Elle est ici chez elle. Elle ne dort plus dehors. Elle mange. Elle parle un peu et surtout, elle sourit. » Madame Lefebvre referma le dossier. Son visage se détendit légèrement. « Je dois remplir un rapport, mais je vais noter qu'elle est en sécurité. Cela nous donne un peu de temps pour réfléchir à la suite. Je reviendrai dans quelques jours. » Camille l'accompagna jusqu'à la porte. Avant de partir, Madame Lefebvre se tourna une dernière fois vers elle. « Une dernière chose, vous n'avez pas encore informé votre mari ?» Camille secoua la tête, légèrement gênée. « Pas encore. Je voulais comprendre un peu mieux avant. Faites-le bientôt. Ces choses-là, on ne peut pas les cacher trop longtemps. » Après son départ, Camille resta un long moment sur le seuil, le regard perdu. Elle se sentait partagée entre soulagement et peur. Elle savait que le choix de mentir, même par omission, était dangereux. Mais elle avait écouté son instinct, et son instinct lui disait de protéger Clémence coûte que coûte. Quand l'enfant se réveilla, Camille ne lui parla pas de la visite. Elle se contenta d'un sourire et d'un petit déjeuner réconfortant. Clémence, comme si elle avait deviné quelque chose, la regarda longuement, puis dit d'une voix calme « Elle était gentille. Mais je ne veux pas repartir. » « Tu ne repartiras pas, répondit Camille sans détour. Ce jour-là, quelque chose changea entre elles. Le lien, déjà fort, se scella plus profondément. Et si Étienne ignorait encore les détails, Camille savait que le moment viendrait bientôt où elle devrait tout lui révéler. Mais pour l'instant, il n'y avait qu'elle, 2 solitudes qui s'étaient trouvées, 2 âmes liées par un passé encore obscur. Les jours suivants prirent une teinte nouvelle dans la maison Morel. Le rythme lent auquel Camille et Clémence s'étaient habitués s'enrichissait maintenant d'un souffle inattendu. Une légèreté douce, presque timide, s'installait peu à peu dans les gestes du quotidien. Le silence n'était plus pesant, il devenait complice. Clémence, sans changer brusquement, semblait s'ouvrir à la vie dans cette maison qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle commençait à apprivoiser. Camille le sentait. Dans les regards plus directs, dans les sourires esquissés,
dans l'attention que la fillette portait à tout ce qui l'entourait. Et puis, un jour, ce fut la musique. Cela commença sans prévenir. En fin d'après-midi, alors que Camille somnolait sur le canapé, elle entendit une note timide vibrer à travers les murs. Elle se redressa lentement. Les notes se poursuivirent, hésitantes, puis plus affirmées. Un piano. Le vieux piano droit de la pièce à côté, que plus personne ne touchait depuis des années. Elle se leva, avança sans bruit et s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Clémence était là, assise sur le tabouret, les pieds à peine touchant le sol, les mains posées sur le clavier. Elle jouait. Ce n'était pas une mélodie enfantine, ni un air populaire. C'était une succession de notes simples, mais fluides, comme si elle composait en jouant. Son visage était concentré mais paisible. Elle n'avait pas vu Camille. Quand la dernière note retentit, Camille applaudit doucement. Clémence sursauta légèrement, puis se retourna les joues rouges. « Tu joues merveilleusement bien, dit Camille, émue. »« Je ne sais pas lire la musique, murmura Clémence. Mais tu la sens. » L'enfant baissa les yeux. Il y avait un piano dans le foyer. Personne ne jouait. Moi, j'aimais m'y asseoir, et j'écoutais ce que mes mains faisaient. Camille s'approcha, s'assit près d'elle. « Tu veux que je t'apprenne à lire les partitions ? J'en ai encore quelques-unes. » Clémence hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. Ce fut le début d'un rituel. Chaque après-midi, après les devoirs improvisés que Camille préparait, elle se retrouvait autour du piano. Clémence progressait vite. Sa mémoire musicale était exceptionnelle. Et plus elle jouait, plus quelque chose se révélait en elle. Une douceur, une sensibilité profonde, presque douloureuse. Camille retrouvait une vitalité oubliée. Ses douleurs ne disparaissaient pas, mais son esprit était plus alerte. Elle riait plus souvent. Elle retrouvait un rythme. Son médecin, intrigué, constata une légère amélioration et parla de réponses psychosomatiques positives. Mais Camille savait que ce n'était pas seulement ça. Clémence était devenue un remède qu'elle n'avait jamais cherché. Un soir, alors que le feu crépitait dans la cheminée, Camille demanda « Tu te souviens de ta mère, un peu ? Plus maintenant ?» Clémence hésita, puis tout bas. « Parfois. Quand je joue, je crois sentir sa main sur mon épaule, comme si elle m'écoutait. » Camille sentit ses yeux se troubler. Elle posa une main sur la sienne. « Peut-être qu'elle est toujours là, à travers toi. » Il y eut un long silence. Puis Clémence demanda « Tu crois que les morts peuvent entendre la musique ?» Camille réfléchit, puis répondit « Je crois que la musique va là où les mots ne peuvent pas aller. » Les jours continuèrent, baignés par cette étrange harmonie. Étienne, pris par ses obligations, rentrait souvent tard, mais il remarquait les changements. Camille paraissait plus forte, Clémence plus présente. La maison, autrefois morne, vibrait à nouveau. Il n'osait pas poser trop de questions. Il sentait que quelque chose de précieux s'était formé entre elles, et il avait peur d'en déranger l'équilibre. Mais un matin, il trouva Camille au piano avec Clémence, riant d'une fausse note. Il s'arrêta au seuil, surpris. Ce rire, il ne l'avait pas entendu depuis longtemps, et l'image des deux, assises côte à côte, lui donna un pincement au cœur. « Je ne savais pas que tu rejouais, » dit-il à Camille en entrant. « C'est Clémence qui m'y ramène, » répondit-elle en souriant. « Elle a du talent. » Clémence baissa les yeux, modeste. Étienne s'approcha, posa une main légère sur son épaule. « Merci de prendre soin d'elle, » dit-il à sa femme. Mais dans son regard, une question silencieuse flottait toujours. Il sentait qu'il n'avait pas toutes les réponses, et que le moment approchait où il devrait les chercher lui-même. C'était un vendredi après-midi, et le ciel de Lyon avait pris une teinte dorée, comme si l'automne voulait habiller la ville de lumière avant de céder au gris de l'hiver. Camille et Clémence étaient au salon, comme souvent à cette heure. La fillette jouait au piano un morceau appris la veille, et Camille l'écoutait, les yeux mi-clos, bercés par les notes douces. Depuis plusieurs jours, une paix étrange régnait dans la maison, fragile mais réconfortante. Les silences n'étaient plus lourds, ils étaient pleins. Ce jour-là, cependant, Étienne décida de rentrer plus tôt. Il avait terminé une série de réunions éprouvantes et aspirait à la tranquillité de son foyer, au sourire de Camille, au regard doux de cette petite fille qui avait, sans qu'ils comprennent vraiment comment, pris une place dans leur vie. Il gara la voiture, gravit les marches de pierre et ouvrit la porte sans bruit. Le son du piano lui parvint aussitôt. Il se figea un instant, puis s'avança lentement vers le salon.
Ce qu'il vit le frappa de plein fouet. Camille était assise au piano, non pas seule, mais épaule contre épaule avec Clémence. Elle riait, un rire vrai, spontané. Camille avait retrouvé des couleurs et ses gestes étaient presque légers. Clémence, concentrée sur le clavier, souriait timidement. Mais ce n'était pas cela qui perturba Étienne, c'était ce que Clémence tenait dans sa main gauche, un petit objet en argent terni suspendu à une chaîne. Le vieux montre de poche. Étienne s'approcha lentement. Camille leva les yeux, surprise mais heureuse de le voir. « Tu es rentré tôt. » Il désigna l'objet. « Où as-tu trouvé ça ?» Clémence leva les yeux vers lui, sans peur. Il était tombé derrière. « La bibliothèque, dit-elle calmement. Je l'ai vu briller quand je cherchais un crayon. » Camille fronça les sourcils, troublée. « Tu l'as trouvé aujourd'hui ?» Clémence hocha la tête. Elle tendit le montre à Étienne qui la prit avec précaution. Il l'ouvrit. Les aiguilles s'étaient arrêtées à une heure indéterminée, mais l'intérieur était intact. Ou presque. Son regard s'arrêta soudain. Il y avait quelque chose d'étrange, une irrégularité à peine visible. Il passa son ongle sur la surface intérieure, sentant une petite aspérité. Puis, presque mécaniquement, il appuya sur un minuscule ressort à l'arrière du boîtier. Un clic discret retentit, et un double fond s'ouvrit. À l'intérieur, plié avec soin, une feuille jaunie. Une lettre. Camille, qui avait rejoint Étienne, le regardait avec stupeur. Il déplia le papier. L'écriture était ancienne, tremblante mais reconnaissable. « C'est Loïc » murmura-t-il. Clémence s'approcha, silencieuse. Étienne lut à haute voix, chaque mot pesant dans l'air. « À toi qui trouveras ce mot, peut-être mon frère, peut-être personne. Je n'ai pas eu le courage de rester. J'ai fui, j'ai perdu, j'ai aimé, j'ai une fille quelque part. Elle s'appelle Clémence, je n'ai jamais pu être un père pour elle. Je l'ai confiée à un endroit sûr où je l'ai cru. Si tu lis ceci, cherche-la. Donne-lui ce que je n'ai pas su lui offrir. Pardonne-moi. » Le silence qui suivit fut total. Étienne relut la lettre plusieurs fois, les doigts tremblants. Camille porta une main à sa bouche, bouleversée. Clémence, elle, ne disait rien, mais dans ses yeux, quelque chose s'éclairait. Elle regarda la photo sur la bibliothèque, celle qu'elle fixait dès les premiers jours. Puis elle regarda Étienne. « Lui, murmura-t-elle, c'est lui. Il venait parfois. Il m'appelait ma petite étoile. » Étienne tomba assis sur le canapé, le souffle court. Tout prenait soudain un sens nouveau. L'apparition de Clémence, son regard devant la photo, le collier, et maintenant, cette lettre, cachée depuis des années dans un objet qu'il croyait vide de secret. « Tu crois que c'est vrai ?» demanda Camille, la voix tremblante. Il acquiesça lentement. « C'est son écriture. Et je le sens. C'est vrai. Elle est la fille de Loïc. » Clémence ne comprenait pas tout, mais elle sentait que quelque chose venait de s'ouvrir. Une porte invisible, une vérité qu'elle pressentait sans pouvoir la nommer. Elle s'approcha de Camille, cherchant un contact. Camille la serra contre elle, le regard perdu entre la montre, la lettre et l'enfant. Pour Étienne, c'était un vertige. Son frère disparut sans un mot. Une fille, oubliée du monde. Et lui, au centre de cette révélation, sans y avoir été préparé. Mais au fond de lui, une chose était claire. Cet enfant n'était plus une inconnue. Elle était un fragment du passé, un morceau de Loïc, un lien vivant vers une histoire qu'il croyait révolue. Et désormais, il ne pourrait plus l'ignorer. La nuit tomba sur la maison Morel, comme une chape silencieuse, lourde d'émotions contenues. Le dîner fut presque muet. Camille jetait des regards réguliers à Étienne, tandis que Clémence mangeait sans appétit, consciente que quelque chose avait changé, sans pouvoir en mesurer toute la portée. Sur la table, à côté d'un chandelier éteint, la montre de poche reposait, ouverte, avec la lettre soigneusement repliée à côté. Elle irradiait un poids invisible, comme si sa présence suffisait à bouleverser la structure même de cette famille naissante. Après avoir couché Clémence, Camille et Étienne s'enfermèrent dans leur chambre. L'atmosphère y était tendue mais calme. Étienne tenait encore la lettre entre ses mains, ses doigts glissant lentement sur le papier jauni. « Il a eu une fille, Camille, mon frère, et il n'a jamais eu le courage de me le dire. » Camille, assise au bord du lit, observait son mari sans mot dire. Étienne semblait traversé par une tempête intérieure. Elle l'avait rarement vu ainsi, perdu, dans ses pensées, ébranlé dans ses fondations. « Elle a peut-être voulu te protéger, dit-elle enfin,
ou peut-être qu'il avait trop honte de ce qu'il avait laissé derrière lui. Mais pourquoi une lettre cachée dans une montre? Pourquoi ne m'avoir rien dit? Il se leva, fit quelques pas puis s'arrêta devant la fenêtre. Et si elle est vraiment sa fille, ça veut dire qu'elle est ma nièce. C'est ce que la lettre dit, Étienne, et je le crois. Regarde-la, écoute-la jouer, elle a quelque chose de lui. Cette intensité, ce silence chargé de sens. Étienne resta un moment à fixer la nuit. Puis il se retourna lentement. Il faut qu'on en ait le cœur net. Que veux-tu dire? Un test ADN. Pour confirmer. Je ne veux pas vivre avec un doute, ni pour elle, ni pour moi. Camille acquiesça. Elle comprenait. Il ne s'agissait pas de méfiance, mais de certitude, pour poser des mots clairs sur une vérité que le cœur sentait déjà, mais que l'esprit refusait encore d'accepter sans preuve. Le lendemain, Étienne contacta un laboratoire privé avec discrétion. Il demanda un test de parenté entre lui et Clémence, sans mentionner la filiation directe. Une simple comparaison génétique. Le processus était rapide. Un frottis buccal pour chacun, un envoi sécurisé et quelques jours d'attente. Pendant ce temps, la vie continua, en apparence inchangée. Mais chaque regard porté sur Clémence devenait plus chargé. Chaque geste prenait un sens nouveau. Étienne l'observait avec une attention silencieuse, comme s'il cherchait à reconnaître Loïc dans ses traits, dans ses silences, dans la façon qu'elle avait de s'asseoir, de sourire à demi, de fixer les objets avec gravité. Un soir, alors qu'il rangeait le salon, Étienne prit à nouveau la photo ancienne où lui et Loïc posaient, plus jeunes, insouciants. Il s'assit et l'attendit à Clémence. « Tu es sûr de l'avoir vue ?» demanda-t-il doucement. Elle regarda l'image longuement, puis hocha la tête. Il venait au foyer, pas souvent. Il me regardait de loin. Il ne me parlait presque pas. Mais je savais que c'était quelqu'un d'important pour moi. Et il t'a appelé comment, déjà? Ma petite étoile. Étienne ferma les yeux un instant, il se souvenait. C'était le surnom que leur mère donnait à Loïc quand ils étaient enfants, parce qu'ils restaient souvent debout à regarder les étoiles depuis la fenêtre de leur grenier. Tu savais qu'il aimait le piano? Non. Mais je crois que c'est lui qui m'a donné ça. Je l'ai toujours senti. Étienne la serra doucement contre lui. Ce geste spontané fut pour Clémence un choc doux. Elle ne se dégagea pas. Elle se laissa faire, sa tête contre le torse de cet homme qu'elle avait longtemps observé avec distance. Il sentait bon comme le bois ciré et le cuir, une odeur rassurante. Quelques jours plus tard, le téléphone sonna. C'était le laboratoire. Les résultats étaient prêts. Étienne prit l'appel dans son bureau. Camille l'attendait dans le couloir, les mains jointes, nerveuse. Quand il sortit, son visage avait changé. Il ne disait rien, mais ses yeux étaient pleins. « C'est elle, murmura-t-il. Clémence est bien la fille de Loïc. » Camille se précipita vers lui. Ils restèrent un moment enlacés dans le couloir, incapables de parler. Ce qu'ils savaient déjà au fond d'eux était maintenant écrit noir sur blanc. Clémence, dans la pièce voisine, jouait au piano. Un air doux, hésitant. Comme si elle pressentait, sans mots, que quelque chose venait d'être trouvé, et qu'elle n'était plus une invitée ni une inconnue. Elle était une Morel, par le sang, par le silence, par la musique. Les jours qui suivirent la confirmation du test ADN furent d'une étrange densité. Étienne, bien que bouleversé, ne montra ni panique ni rejet. Au contraire, une forme de gravité calme s'était emparée de lui. Comme si, en apprenant que Clémence était bien la fille de Loïc, il avait senti le poids d'une mission s'abattre sur ses épaules, réparer, comprendre, rattraper, et surtout ne pas répéter l'erreur de son frère. Clémence, elle, n'avait pas été mise au courant immédiatement. Camille avait jugé qu'il fallait attendre le bon moment, que l'enfant ne comprendrait peut-être pas toute la portée de cette vérité. Elle avait seulement remarqué que depuis quelques jours, Étienne la regardait autrement. Pas avec la tendresse floue de l'homme compatissant, mais avec la précision du lien qui se tisse dans le sang, dans la mémoire, dans les silences. Étienne se lança alors dans une quête silencieuse, une enquête intime sur les dernières années de Loïc. Il visita l'ancien foyer mentionné par Clémence, situé en périphérie de Lyon dans un quartier oublié du temps. L'endroit était morne, froid, à peine entretenu. Il y rencontra une éducatrice âgée, Madame Bonnet, qui, après quelques hésitations, se souvint vaguement d'un homme qui venait parfois rendre visite à une petite fille.
Un type discret. Il ne parlait à personne. Il restait dehors, regardait à travers les grilles. Je me souviens parce qu'il portait toujours une écharpe rouge, même en été. Étienne hocha la tête. Loïc avait toujours eu cette obsession pour cette écharpe, un cadeau de leur mère. Il est venu souvent? Pas vraiment. Une fois tous les 2 ou 3 mois. Puis plus du tout. On pensait que c'était un oncle ou un ancien éducateur. Personne ne posait de questions. Il continua ses recherches, épluchant les archives, fouillant les adresses anciennes, retrouvant des anciens collègues de Loïc dans les fichiers de son ancienne entreprise. L'un d'eux, un certain Grégoire, le moine accepta de le rencontrer dans un café. Loïc parlait peu de sa vie privée, dit-il en remuant son café. Mais un jour, il est arrivé en retard, visiblement secoué. Il m'a dit juste une phrase. « J'ai une fille, mais je ne suis pas capable de rester. » Et il n'en a plus jamais reparlé. Étienne comprit alors que son frère avait vécu dans l'ombre de cette paternité, rongé par une culpabilité muette. Il avait voulu faire ce qu'il croyait juste en s'éloignant, pensant ne pas être à la hauteur. Mais en disparaissant, il avait abandonné Clémence à un système qui l'avait presque effacé. Chaque découverte ajoutait une couche à la douleur, mais aussi à la détermination d'Étienne. Il ne laisserait pas cette histoire se répéter. Il avait été absent toute la vie de cet enfant, sans le savoir. À présent qu'il savait, il ne pouvait plus reculer. Camille, de son côté, sentait grandir en elle un amour nouveau. Elle ne se demandait plus si Clémence avait sa place. Elle était sa fille de cœur, d'âme, de gestes quotidiens. Et la vérité, au lieu de créer une distance, avait rapproché tout le monde. Même sa santé semblait résister un peu mieux, comme si ce nouvel équilibre lui donnait la force de tenir. Un soir, alors qu'ils étaient réunis autour de la table, Camille posa doucement une question à Étienne. « Tu penses lui dire bientôt ? Il le faut, mais je veux le faire bien, avec les bons mots, et avec toi. » Ils décidèrent alors de préparer Clémence en douceur, en évoquant peu à peu la figure de Loïc. Camille parla d'un frère disparu, d'un homme bon mais perdu. Étienne montra d'anciennes photos. Clémence posait peu de questions, mais absorbait tout avec une intensité troublante. Puis un jour, ce fut elle qui demanda « Loïc, c'était qui pour toi ?» Étienne, pris au dépourvu, répondit sans détour « Mon frère, mon unique frère. » Elle resta silencieuse. Puis, d'un souffle, « Alors il était mon père. » Ce n'était pas une question. C'était une conclusion, une intuition devenue évidence. Étienne s'approcha, s'agenouilla devant elle. « Oui, Clémence, il était ton père. Et je suis ton oncle. Mais je veux être plus que ça. Je veux que tu sois ici, chez toi, pour toujours. » Elle ne pleura pas. Mais elle se jeta contre lui, dans une étreinte que ni l'un ni l'autre ne voulurent rompre. Camille, en les observant, sentit une larme couler le long de sa joue. Ce n'était plus une maison remplie d'ombre, c'était un foyer, un vrai. Et désormais, ils n'étaient plus 3 inconnus réunis par le hasard. Ils étaient une famille reconstruite à partir d'un éclat de vérité. Le matin où Étienne reçut officiellement les résultats imprimés du laboratoire, un silence inhabituel enveloppait la maison. Camille s'était levée plus tôt que d'habitude, devinant que la journée ne serait pas comme les autres. Sur la table de la cuisine, l'enveloppe blanche reposait entre eux comme une pièce de vérité tangible, pesante, presque sacrée. Étienne ouvrit le document lentement, même s'il connaissait déjà la réponse. Il lut les lignes claires, les correspondances génétiques, les probabilités exprimées en termes scientifiques. Il releva les yeux, cherchant le regard de Camille. « Il n'y a plus de doute, dit-il. Clémence est la fille de Loïc. Biologiquement, officiellement. » Camille acquiesça en silence. Elle s'approcha de lui, prit ses mains dans les siennes, puis dit simplement « Il est temps qu'elle le sache vraiment, avec les mots justes et avec tout l'amour qu'on a à lui donner. » Ce fut dans le salon qu'ils choisirent de lui parler, assis tous les 3, le collier en forme de trèfle posé sur la table entre eux. Camille tenait Clémence par l'épaule. Étienne se racla doucement la gorge, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait cru. « Clémence, tu sais que depuis que tu es ici, notre vie a changé. Tu as apporté quelque chose de très précieux. » La petite fille le regarda, calme, attentive. « On t'a beaucoup parlé de Loïc, mon frère. Tu sais qu'il a disparu depuis longtemps. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il t'aimait, très fort, mais il ne savait pas comment être un père.
Alors il a fait ce qu'il pensait être le mieux. Il t'a confié à des gens. Il a gardé ses distances. Il a eu tort. Mais il n'a jamais cessé de penser à toi. Clémence écoutait, sans ciller. Camille poursuivit, sa voix douce. Le collier que tu as reconnu appartenait à ta mère. Et la montre, elle contenait une lettre de Loïc, où il parlait de toi. Étienne s'agenouilla devant elle, sortit le document du laboratoire, le posa à côté de la lettre. On a fait un test pour être sûr, et les résultats sont clairs. Tu es la fille de Loïc, ce qui fait de moi ton oncle, et de Camille. Il s'interrompit. Camille compléta en souriant, une tante peut-être, mais plus que ça, je l'espère, une maman de cœur. Clémence baissa les yeux. Elle ne parla pas tout de suite. Puis, d'une voix fluette, presque timide, « Alors j'ai une famille. »« Oui, » répondit Étienne. « Et tu n'es plus seule. » Il lui tendit les bras. Clémence hésita, puis s'y blottit comme elle ne l'avait encore jamais fait. Pas par simple confort, mais par abandon, par confiance. Camille les entoura tous les deux, les yeux pleins de larmes silencieuses. À partir de ce jour, une transformation s'opéra. Clémence ne dormait plus la porte entr'ouverte, mais fermée, en sécurité. Elle appelait Camille « maman » un soir, sans prévenir, sans réfléchir, et ne corrigea jamais ce mot par la suite. Étienne, lui, retrouvait en elle des traits de Loïc, des manies infimes, des silences lourds, des regards profonds, et il les accueillait, non plus avec douleur, mais avec une forme de paix. Ils décidèrent de lancer les démarches d'adoption. La procédure était complexe, mais l'assistante sociale, Madame Lefebvre, devenue alliée, guida chaque étape avec soin. Les papiers furent rassemblés, les dossiers préparés, les visites officielles programmées. La maison fut inspectée, les rapports psychologiques rédigés. Clémence passait d'un statut précaire à celui de fille attendue. Le plus beau, pourtant, était ce qui ne s'écrivait pas sur le papier. La complicité qui grandissait entre elle et Camille, les regards silencieux qu'elle échangeait avec Étienne, les rires qu'on entendait à nouveau dans le couloir, les dessins qu'elle collait sur le frigo, les photos nouvelles qu'ils commençaient à prendre ensemble. Un après-midi, alors qu'il faisait du rangement dans le grenier, Étienne tomba sur une boîte ancienne. À l'intérieur, des lettres de Loïc jamais ouvertes, des carnets remplis de pensées, des brouillons de mélodies inachevées. Il en lut quelques lignes, puis appela Clémence. Il écrivait beaucoup, tu sais, des choses très belles. Clémence prit un carnet, lut une page et dit « Je crois qu'il entend encore quand je joue du piano. » Étienne sourit. Il ne croyait pas aux fantômes, mais il croyait à la musique. Qu'est-ce que les silences pouvaient transmettre mieux que 1000 paroles? Clémence était désormais là pour rester, non comme une invitée, ni comme un mystère, mais comme une promesse tenue, une fille retrouvée, une famille reconstruite, et l'amour enfin trouvait sa forme. Les semaines qui suivirent la révélation prirent une forme douce et stable, comme si chaque élément de la vie dans la maison Morel s'était réajusté autour d'une nouvelle vérité. Clémence faisait partie de la famille, pas comme une obligation née d'un lien du sang, mais comme une évidence, un prolongement naturel du cœur. Camille, malgré ses fragilités physiques, retrouvait une vitalité nouvelle. Son état de santé restait incertain, avec des jours plus difficiles que d'autres. Mais l'énergie qu'elle déployait pour accompagner Clémence dans ses découvertes, dans ses apprentissages et dans sa musique, la gardait debout. Les médecins, étonnés, constataient une stabilisation inattendue de son état. Loin de l'expliquer, ils parlaient de volonté, de facteurs émotionnels positifs. Clémence, elle, rayonnait peu à peu. Si elle gardait encore en elle des silences profonds, ses gestes devenaient plus libres, ses mots plus présents. Elle se levait avec un objectif, jouer, apprendre, être utile. Elle prenait l'habitude d'aider Camille dans les tâches ménagères, de préparer la table, de plier le linge. Étienne, amusé, la surprenait parfois en train de ranger son bureau avec une précision méthodique, comme si elle voulait rendre quelque chose à ce monde qu'il avait accueilli sans condition. Le piano restait le cœur battant de cette nouvelle dynamique familiale. Chaque soir, Clémence s'y installait et Camille venait écouter. Étienne les rejoignait dès qu'il pouvait. La musique remplissait la maison, et avec elle une paix discrète, une chaleur invisible mais palpable. Clémence composait parfois des airs qu'elle ne nommait pas, des mélodies qu'elle disait venir d'ailleurs, et personne ne cherchait à contredire cette magie.
Un soir d'automne, alors que le vent soufflait fort contre les vitres et que la pluie tambourinait sur les tuiles, Étienne arriva avec une enveloppe. Il la tendit à Camille, qui l'ouvrit d'un geste fébrile. Les mots qu'elle lut lui tirèrent une larme discrète. Les services sociaux acceptaient officiellement d'entamer les démarches d'adoption définitive. « Ils veulent venir la semaine prochaine, » dit Étienne. « Voir comment elle vit ici. Comment elle est avec nous. » Camille acquiesça. Clémence, qui les écoutait depuis le seuil de la pièce, s'approcha doucement. « Ils vont me reprendre ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Non, ma chérie, » répondit Camille, en la prenant dans ses bras. « Ils veulent juste s'assurer que tu es là où tu dois être. Et tu es exactement là. » Les préparatifs commencèrent, non pas pour impressionner, mais pour partager. La maison fut nettoyée avec soin. Clémence rangea sa chambre, aligna ses livres, plaça un dessin sur la table du salon représentant elle-même Camille et Étienne sous un ciel bleu. Elle y avait même écrit, maladroitement mais avec conviction, « Ma famille ». La visite eut lieu un mercredi matin. Madame Lefebvre revint accompagnée d'une collègue plus jeune. Elles posèrent des questions, observèrent, prirent des notes. Mais rien dans leur attitude ne trahissait un jugement. Au contraire, elles semblaient sincèrement touchées par l'atmosphère de la maison, par la complicité visible entre les trois membres de cette famille atypique. « Vous avez réussi quelque chose de rare », dit finalement Madame Lefebvre à Camille. « Ce n'est pas seulement une adoption, c'est une reconstruction, un soin réciproque. » Le soir même, Camille et Étienne annoncèrent à Clémence que tout se passait bien, que bientôt elle porterait officiellement le nom de Morel. « Ça veut dire que je suis comme votre fille ?» Camille lui prit les mains. « Pas comme, tu l'es déjà, et bientôt ce sera aussi écrit. » Étienne ajouta, la voix un peu brisée, « Tu es notre chance, Clémence. Le plus beau cadeau que Loïc ait pu nous laisser. » La fillette les regarda longuement, puis se blottit contre eux sans dire un mot. Dans ce silence, ils sentirent tous trois que quelque chose de profond venait de s'ancrer. Un socle, une promesse. Dans les jours qui suivirent, Clémence changea de signature sur ses dessins. Elle y ajoutait son prénom suivi d'un mot nouveau, maladroit mais assumé. Clémence Morel. Le passé n'avait pas disparu, les blessures n'étaient pas effacées, mais elles étaient désormais entourées de lumière, de musique, de présence. Une présence constante, bienveillante, que ni la maladie, ni le doute, ni les absences n'arrivaient à ternir. Et dans cette nouvelle dynamique, chaque geste, chaque mot, chaque note de piano devenait une déclaration d'amour silencieuse, un acte de foi dans la famille qu'ils avaient choisi de devenir. Le printemps revint sur Lyon avec une douceur inattendue. Les bourgeons éclataient sur les arbres du jardin, les passants retrouvèrent le plaisir des terrasses, et dans la maison Morel, la lumière entrait à pleine vitre, illuminant chaque pièce comme un rappel constant que la vie, malgré ses creux, pouvait toujours renaître. Clémence grandissait. Son visage, encore marqué par la réserve des premiers jours, s'était arrondi de sourires, d'éclats de rire et de confiance. Son regard, intense et profond, portait désormais la marque d'une enfance retrouvée. À l'école, elle s'était intégrée avec calme et discrétion. Ses professeurs louaient sa concentration, sa politesse et son talent rare pour la musique. Ce fut justement à l'occasion d'un petit récital de l'école qu'Étienne et Camille furent invités à entendre leur fille jouer en public pour la première fois. Clémence avait choisi elle-même le morceau, une composition personnelle, sans titre, née de ses heures au piano, de ses souvenirs, de ses silences anciens. La salle était modeste, les chaises alignées de manière irrégulière, mais l'ambiance y était douce. Camille, maquillée avec soin, avait mis une robe qu'elle n'avait pas portée depuis des années. Étienne, assis à ses côtés, tenait sa main avec douceur. Autour d'eux, des parents murmuraient, des enfants riaient, des enseignants s'affairaient. Et puis, le silence. Clémence entra sur scène. Petite, frêle dans sa robe claire, elle s'avança jusqu'au piano, salua poliment puis s'assit. Elle ajusta le banc, posa ses mains sur les touches et commença à jouer. Les premières notes étaient douces, presque timides. Puis, progressivement, la mélodie s'éleva, gagnant en intensité, en complexité. C'était une musique pleine de souvenirs, d'attentes, de douleurs discrètes et de joie contenues. Une musique vivante, humaine. Une musique qui parlait sans un mot de tout ce qu'elle avait traversé, de tout ce qu'elle avait trouvé. Quand elle termina,
La salle resta muette une seconde, comme suspendue dans le souffle de la dernière note. Puis les applaudissements éclatèrent, chaleureux, sincères. Camille pleurait doucement. Étienne, la gorge nouée, se contenta de serrer les doigts de sa femme, incapable de prononcer un mot. De retour à la maison ce soir-là, Camille attendit que Clémence soit en pyjama prête à se coucher. Elle entra dans la chambre avec une petite boîte en velours. Clémence la reconnut tout de suite. C'était celle du collier en forme de trèfle. Camille s'assit au bord du lit. « Tu es prête ?» demanda-t-elle. Clémence hocha la tête. Camille ouvrit la boîte, en sortit le pendentif, puis y ajouta un autre objet, la lettre de Loïc. « Elle t'appartient. Elle est à toi maintenant. C'est ton histoire, ton passé, et aussi ton avenir. » Clémence prit la lettre entre ses mains. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle la regarda longuement, puis murmura « Je crois que je lui pardonne. » Camille la serra contre elle longtemps. Puis elle lui souhaita bonne nuit, éteignit la lumière, laissant seulement la lampe de chevet allumée. Clémence resta éveillée quelques minutes, le regard tourné vers le plafond. Elle pensait à Loïc, à sa voix, à son absence. Elle pensait à Étienne, à Camille, à cette maison devenue sienne. Le lendemain matin, dans la cuisine, elle accrocha sur le frigo un nouveau dessin. Un piano, un trèfle, 3 silhouettes, main dans la main sous un ciel étoilé. En bas, une phrase maladroite écrite au feutre noir « Merci pour la pluie ». Étienne, en voyant le dessin, resta figé. Il comprit. Ce soir de pluie à Lyon, lorsqu'il avait vu une petite fille recroquevillée sous une marquise, il n'avait pas seulement abrité une inconnue. Il avait accueilli une histoire, une vérité, un héritage. Et à présent, il savait que cette pluie n'avait pas été une malédiction, elle avait été une promesse.